Sud Radio, midi 13h, Alexis Poulain, sans réserve. Et bonjour à toutes, bonjour à tous. On est ensemble jusqu'à 13h sur Sud Radio, le standard au 0826 300 300. Aujourd'hui, nous allons parler d'EDF qui choisit Amazon pour gérer la planification des maintenances des centrales nucléaires. Encore une entreprise américaine et des données sensibles françaises. Ce sera le sénateur PS de l'Oise, Alexandre Ouzy, qui sera à notre micro. Et puis, on va parler bien sûr de la grève à la SNCF avec Fabien Villedieu, délégué syndical de Sudrail, qui sera ensuite notre invité pour lui poser des questions ou réagir. 0826 300 300, c'est Poulain sans réserve. On est ensemble jusqu'à 13h sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Depuis que j'écoute Sud Radio avec Elisabeth Lévy, Jean-Jacques Bourdin, sans oublier Patrick Crochet et André Berkoff, on est certain d'entendre parler vrai dans la matinale de Sud Radio, figurez-vous. Sud Radio, parlons vrai. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et notre invité tout de suite, c'est le sénateur PS de l'Oise, Alexandre Ouzy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes monté au créneau récemment parce que, encore une fois, une entreprise française particulière, EDF, qui n'est pas une entreprise comme les autres, elle a statut d'opérateur d'importance vitale, a donné ses données ou a remis ses données à Amazon Cloud en expliquant qu'il n'y avait pas d'autre façon de faire puisque finalement c'était eux qui avaient la meilleure offre et que le choix d'Amazon Cloud était tout à fait justifié, même s'il y avait des acteurs français mais qui n'avaient pas les mêmes garanties, notamment en termes de prédictif et d'intelligence artificielle. C'est le Canard enchaîné qui avait révélé cette affaire en début de semaine. C'est pas la première fois qu'une entreprise sensible transfère les données à une entreprise américaine. On a eu les données de santé qui ont été aussi passées du côté de Microsoft cette fois-ci. On en parle avec Thomas Forêt sur Sud Radio il y a de ça quelques semaines. Qu'est-ce que ça dit en fait de la gestion française des données sensibles, des entreprises sensibles, et qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui du projet du cloud Made in France? Oui, je crois que ça dit beaucoup. Vous avez raison. Je veux juste revenir 2 secondes sur ce qui s'est passé. C'était mardi. Moi, j'étais au Sénat. J'étais en commission d'enquête sur la question du prix de l'énergie à l'horizon 2050. Commission d'enquête, vous savez, l'avantage, c'est que les gens qui sont auditionnés sont soumis à serment. Et donc, s'ils se parjurent, il y a évidemment des questions à la fois de grosses amendes et puis même des peines d'emprisonnement. Et donc, j'étais dans cette commission d'enquête. Et puis, il y a l'article du Canard qui tombe tel que vous l'avez indiqué. Absolument. Et donc, devant moi, il se trouve, c'est un hasard de la situation, que devant moi, j'ai quelqu'un, monsieur Bernard Salat, qui est directeur technique groupe chez EDF et qui est directeur de la recherche et du développement chez EDF. Et donc je me dis, il va bien falloir que je lui pose cette question. Et donc par 2 fois, je demande à Bernard Salat, monsieur Bernard Salat, est-ce que vous avez connaissance de l'existence de ce contrat avec entre EDF et Amazon et les services d'Amazon? Par 2 fois, il me répond que non. D'accord ? Donc moi je me dis, j'essaye de comprendre maintenant ce qui a pu se passer. Je me dis 3 choses. D'abord, Bernard Salat, c'est pas n'importe qui. C'est un polytechnicien, il a les fonctions que je vous ai données. C'est un spécialiste de la filière nucléaire. Devant l'OPES, qui est un organe parlementaire d'évaluation des scientifiques, il a même dit il y a quelques années, il avait expliqué qu'il fallait qu'il y ait une centrale numérique avec une maquette numérique des centrales pour la gestion prédictive des données. Et il n'est pas au courant, lui, de ce qui se passe chez EDF. 2 possibilités. Soit il nous ment, ce que je n'espère pas, ce que je n'ose croire, ce que je n'ose imaginer, sous serment, c'est l'un des cadres d'une grande entreprise publique. Soit EDF est à ce point saucissonné que le directeur de la recherche et du développement chez EDF ne sait pas ce qui est en train de se passer au niveau de la prédiction. Encore une fois, on parle de la maintenance prédictive des pièces détachées de nos centrales nucléaires. C'est précisément le sujet de ce haut responsable d'EDF, c'est-à-dire qu'on parle des jumeaux numériques. Exactement, on parle des jumeaux numériques. C'est exactement ça. En parallèle, d'ailleurs, Dassault, entreprise française, est très avancée sur ce principe du jumeau numérique. Tout à fait. Et juste pour aller au bout, c'est pas un petit sujet. Pourquoi ? Parce qu'on est en train d'évoquer le prolongement de la vie de nos centrales nucléaires. Et donc la question de la gestion des pièces détachées, quand une centrale passe de 40 à 50 à 60 ans, voire même au-delà de 60 ans aux États-Unis aujourd'hui, ce qui est débattu, évidemment c'est un sujet
central pour nous. Là, il s'agit de numériser la gestion des pièces détachées, hein, c'est ça, pour la maintenance prédictive des réacteurs nucléaires. Donc c'est vraiment clé. Je disais que EDF avait donc ce statut d'opérateur d'importance vitale. Pourquoi, encore une fois, une entreprise française de cette importance-là, de cette importance stratégique, choisit un prestataire américain, alors que je le rappelle, hein, Dassault Systèmes, entreprise française, est très avancée dans le domaine de la prédiction. Là, vous avez raison de le rappeler, c'est absolument inexplicable. D'autant que j'aimerais attirer un point qui est important. Amazon est une entreprise américaine basée à Seattle. Elle est donc soumise au droit américain, d'accord ? Il y a un texte qui s'appelle le Cloud Act qui date de 2018, qui a été passé sous Trump. Ce Cloud Act, il dit quoi ? Il dit que les données soient logées en Europe ou aux États-Unis, peu m'importe. Si je demande, moi, juridiction américaine, la production de ces données, je dois les transmettre. Donc ça veut dire que le fait que les data centers soient en Europe n'a aucune incidence sur le fait que ces données puissent être transmises. Je reformule, ça veut dire que demain, la juridiction américaine peut exiger de la part d'Amazon qu'ils transmettent aux États-Unis les données des centrales nucléaires françaises. Voilà où on en est sur ce dossier-là. Et moi, ce qui me fascine quand même, c'est que EDF, vous avez raison, c'est pas une entreprise comme les autres. C'est une entreprise 100% publique, dont l'actionnaire, c'est l'État, et c'est l'État Macron aujourd'hui qui est au pouvoir. Que l'actionnaire ne dise pas non à ce type de choses, que l'État actionnaire ne dise pas non à ce type de choses. Et quand on interroge, parce que j'ai regardé un petit peu les suites de ce qui s'est passé après le Sénat, quand on interroge les collaborateurs de Bruno Le Maire à Bercy, ils disent non mais le cloud souverain, ça ne s'applique qu'aux administrations publiques. C'est délirant. C'est délirant. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on protège, je donne un exemple caricatural, mais parce qu'il est vrai, on protège donc les contrats du ministère de la Culture avec les contrats théâtraux par exemple du ministère de la Culture, mais en revanche, les contrats de pièces détachées de nos centrales nucléaires, ça on les protège pas, ça n'a aucun sens. Donc il y a une question de périmètre de ce qui se passe, et le fait qu'ils aient laissé faire ça ou qu'ils aient été, alors on dit qu'ils sont aujourd'hui embarrassés, on leur demande pas d'être embarrassés, on demande de trouver des solutions, de voir comment le contrat peut être dénoncé, de voir comment on peut faire évoluer les choses. C'est ça en fait le vrai sujet aujourd'hui, c'est de voir comment ce contrat ne peut ne pas s'appliquer. Mais 860 millions d'euros, on parle pas du contrat des photocopieurs, hein. On parle de quelque chose de massif pour EDF. Et stratégique. Et avec des acteurs français, je le rappelle, qui avaient tout à fait capacité de remplir le cahier des charges. Donc il y a une volonté de mettre à bas la souveraineté des filières d'importance française, que ce soit l'énergie, la santé, etc. Est-ce que dans la représentation nationale, au Sénat, il y a quand même une partie majoritaire des sénateurs et des sénatrices qui sont conscients des dangers qui sont aujourd'hui face à nous, ou est-ce que c'est le déni comme au sein du gouvernement ? Écoutez, je pense que ça dépend. C'est là pour le coup, c'est une histoire aussi individuelle. Là, dans cette commission d'enquête, moi, le président Montaugé est socialiste, le rapporteur, Monsieur Delahaye, est centriste. Et là, pour le coup, tous les deux, ils ont tiqué. Et ils ont tiqué fort. Et pour tout vous dire, on a demandé des explications écrites à EDF, et on attend avec impatience. Moi, je n'ai pas encore eu ce qui pourrait être des explications écrites. Je crois qu'elles vont arriver dans les prochains jours. C'est ce qu'on m'a dit. Et donc là-dessus, je pense que c'est important. Mais là où vous avez raison, c'est en fait de voir la folie du système. C'est-à-dire que vous avez une entreprise qui s'appelle Amazon, qui tous les jours fraude le fisc, ou en tout cas détourne les procédures pour se débrouiller, optimise fiscalement, pour le dire poliment, etc. Optimise fiscalement, qui ne paye pas d'impôts sur les sociétés en Europe, qui du coup a les moyens de développer des technologies qui après nous les revend en tant que prestataire. Vous vous rendez compte ? C'est-à-dire qu'en fait, on perd deux fois. On perd d'abord parce que fiscalement il y a des choses qui vont pas, et ensuite on perd au deuxième tour parce qu'on rachète de la technologie, parce que ce qui est dit chez EDF, c'est que le système Dassault serait moins performant que la solution Amazon. Dans ce cas-là, il faut que EDF se débrouille, qu'on soit dans un circuit fermé, on a quelque chose qui est vital pour la souveraineté nationale, pour travailler avec Dassault, pour améliorer les choses. Et avec de la commande publique, puisque avec c'est de la commande publique, exactement. Thomas Forest, c'est que les géants du web américains ont pu devenir géants grâce à la commande publique américaine, de l'État américain. Bien sûr. Et on a l'impression que par les lois européennes, il y a un problème aussi avec l'Union européenne quand même, qui empêche cette commande publique, qu'elle soit française ou même européenne, avec les lois de concurrence. La commande publique, vous avez raison, c'est un formidable outil. La commande publique, c'est 8% du PIB. Donc quand vous manipulez cet outil pour faire de la politique industrielle ou de la politique publique, c'est évidemment très important. Et oui, il y a un problème au niveau de l'Union européenne. Moi, je vais vous dire en fait ce que je pense, c'est que ça ne serait jamais arrivé aux Chinois, ça ne serait jamais arrivé aux Américains, ce qui se passe. Jamais ils auraient accepté, les Américains, que par exemple ce soit une entreprise chinoise qui gère les données de leur centrale nucléaire, et vice versa. Alors pourquoi ça nous arrive à nous quand même ? En fait, c'est ça, à mon avis, qu'il faut qu'on arrive à comprendre dans quel schéma on est. On est dans un monde où les Chinois sont devenus quasiment la
seule puissance, super puissance manufacturière. Il pèse 1/3 de la puissance manufacturière du monde. Autant que les 9 pays suivants, 1/3 de la puissance manufacturière du monde. Les Américains, ils ont compris ce qui se passait. Ils sont dans une logique de découplage avec la Chine eux-mêmes. C'était leur premier partenaire commercial. Maintenant, c'est plus que le 3e partenaire commercial. Il y a ce qu'on appelle le reshoring, c'est-à-dire la réindustrialisation des États-Unis avec un gros plan de relance qui s'appelle l'Inflation Reduction Act, qui met des milliards d'euros. Et nous, à côté de ça, il y a quelques semaines, on a dit qu'on allait restaurer le pacte de stabilité et de croissance. Donc on allait repartir sur ces règles absurdes de 3% et de 60% qui ont été décidées ici, là, pas très loin d'ici, au Louvre, sur un coin de table au ministère des Finances, dont tout le monde sait qu'elles ne veulent rien dire. Je veux dire, le Japon vit tous les jours très bien avec 250% de dette dans le PIB. Aujourd'hui, on a besoin de faire des investissements vitaux et on a des règles européennes qui ont été réactivées. Elles avaient été arrêtées, vous savez, pendant le Covid. On a des règles européennes absurdes qui empêchent l'investissement, qui empêchent la transformation. Et vous avez aujourd'hui, en sortie de crise, une Amérique qui a une croissance qui explose, qui arrive à juguler son inflation, une Europe qui est empêtrée dans la croissance et qui est très fière de dire qu'en 2024, on repassera sur sous les 3% de déficit public. Vous voulez, moi, c'est pas du tout ma conception de ce qu'on doit faire ensemble. Vraiment pas du tout ma conception de ce qu'on doit faire ensemble. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire en tant que sénateur et qu'est-ce qui peut être fait pour changer l'idéologie du gouvernement qui finalement traite ça un peu par-dessus la jambe en disant mais c'est pas grave, c'est des partenaires, qu'ils soient américains, chinois, allemands ou quoi, et ça n'impacte en rien l'industrie française, c'est faux. Bien sûr. Ce qu'on fait, c'est d'abord ce qu'on fait aujourd'hui. C'est-à-dire que je viens devant vous, il y a une commission d'enquête, on essaye d'aller au bout, et on va aller au bout dans cette commission d'enquête de ce qui s'est passé. On veut comprendre le choix industriel. C'est une commission d'enquête qui va encore durer 6 mois. Donc j'aurai l'occasion de vous en reparler et de redire les choses là-dessus. Donc on va avoir à auditionner le président d'EDF. On va pouvoir aller dans le détail de ce qui se fait. Et puis au niveau européen, nos députés, ils ont voté contre le nouveau pacte de stabilité et de croissance, comme ils sont un certain nombre à le faire, mais ils ont perdu. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est juste voter pour des gens qui changent l'orientation de la politique européenne en la matière. C'est ça la vérité. Et qui arrêtent de faire de l'Europe. C'est la question quand même. Cette Union européenne, on a l'impression qu'elle est hors de contrôle. Elle est hors de contrôle parce qu'on donne des majorités dont c'est le mandat en fait. Le mandat des majorités successives, c'est quand même de faire ce qu'ils sont en train de faire. Donc moi je m'inscris dans une tradition qui dit que à l'inverse, c'est aujourd'hui quand on voit l'état du monde qu'il y a deux puissances qui se mettent en œuvre en Asie et aux États-Unis, si nous-mêmes on se met pas un petit peu au travail sérieusement, qu'on refait pas Airbus sur des nouveaux secteurs, le risque c'est quoi? C'est le dépositionnement total. Enfin aujourd'hui honnêtement d'un point de vue économique, ce qu'on a besoin de faire, d'aller chercher des bouts de technologie de ci et de là, c'est pas à la hauteur de l'histoire de ce continent. La Chine est à l'état de l'art, c'est-à-dire à la frontière technologique sur 37 des 45 secteurs d'avenir. Sur l'énergie, quand on mène une politique énergétique en Europe, 90% des panneaux photovoltaïques viennent de Chine. Vous vous rendez compte de notre ratio de dépendance des voitures électriques. Enfin, tout l'objectif climatique européen dépend d'importations chinoises et américaines. Exactement. Les voitures électriques, ils ont inventé la voiture électrique sous les 15 000 euros. Est-ce que quelqu'un se pose la question de comment on fait le mix pour que ce soit plutôt des voitures françaises, européennes, qui servent à faire la transition, plutôt que l'inverse avec des voitures qui vont rentrer. Ils annoncent la voiture sous 20 000 euros sur le marché européen l'année prochaine. Si vous voulez, si on en reste aux règles du jeu telles qu'elles existent aujourd'hui, c'est foutu. Et honnêtement, ça ressemble même à une forme de suicide européen. Et qu'est-ce qui s'est passé historiquement quand on essayait de rattraper un retard? C'est vieux comme le monde et vieux comme l'économie. On protégeait les comme ils le font eux, on protégeait les industries dans l'enfance. On leur laissait une chance pour qu'elles puissent se lancer. Si il se passe sur la voiture électrique, ce qui s'est passé sur le photovoltaïque, c'est-à-dire la destruction de tous les acteurs français, allemands, européens. Sur le numérique aussi. Sur le numérique, vous avez raison de revenir sur la question numérique au profit des acteurs étrangers. À la fin, on sera des gens qui sont en une situation de dépendance absolue vis-à-vis du reste du monde, où on viendra faire du tourisme et regarder la Tour Eiffel. Honnêtement, c'est pas ce que je veux pour mon pays. Est-ce que c'est pas trop tard déjà? Non, c'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard parce qu'en économie, ça va vite. Vous savez, si on regarde un peu l'histoire longue, l'Allemagne n'existait pas avant 1870. Les Américains, tout d'un coup, se mettent de la même manière à rattraper le retard. Regardez l'histoire de la Chine. En 1980, la Chine, c'est un nain économique. Aujourd'hui, on est en 2024, c'est la première puissance industrielle du monde. Donc l'histoire, elle va vite. Moi, je suis pas dans le désespoir. C'est peut-être mon âge qui fait ça aussi, mais je suis pas dans le désespoir. Au contraire, c'est des choix de politique économique. C'est où on met l'argent. Est-ce qu'on arrive à trouver un pacte entre nous sur production, protection sociale et protection aux frontières sur un certain nombre d'industries? C'est ça, pour moi, le sujet. Et c'est à mon avis comme ça qu'on peut réussir à faire quelque chose d'efficace pour le pays.
Ouais, mais aujourd'hui, c'est une voix minoritaire. Malheureusement, on a l'impression que le débat va arriver avec les élections européennes sur cette question de l'avenir de l'Union. On voit que l'idéologie reste la même, la concurrence, l'élargissement, toujours plus loin, l'Albanie, l'Ukraine, etc. La guerre aussi, l'effort de guerre qui est demandé maintenant aux Européens avec l'OTAN qui demande 2% de PIB en soutien de l'Ukraine, mais au-delà, pour la défense européenne. Comment on fait pour faire valoir les intérêts français dans cet ensemble où on est systématiquement perdant, on a l'impression? Alors moi sur la guerre en Ukraine, peut-être qu'on aura une différence de point de vue, je vous lis de temps en temps, et moi je pense que ça fait partie de nos intérêts stratégiques que de défendre la frontière orientale de l'Europe, mais je veux pas rentrer dans ce débat-là parce qu'il nous emmènerait à mon avis trop loin. Mais en effet, vous avez raison, en fait, tant qu'il y aura ces règles, par exemple sur les subventions publiques des États, on n'y arrivera pas. En fait, on en est quand même à un niveau de folie où on interdit à nos États de subventionner leurs entreprises, mais on accueille sur le marché européen, via la frontière extérieure, des produits subventionnés par des acteurs chinois, américains, etc. On en est quand même là. Enfin, et on est face à des gens qui ont des marchés publics pour la Chine ouverts à 0%. Sans parler du prix de l'électricité. Prenons le prix de l'électricité, là aussi avec l'accord à Rennes, etc. On devrait payer beaucoup moins cher l'électricité en France. Bien sûr. On devrait avoir aujourd'hui, tel que fonctionne le marché européen, tel que le prix de l'électricité est défini, vous avez raison, il est indexé sur le prix du gaz. Or, nous, le coût de production de l'énergie, il n'est pas celui-là. Voilà. Il y a des États qui ont choisi, il y a les socialistes espagnols qui sont au pouvoir, ils ont choisi de sortir de ça. Ils ont choisi de sortir de ce suspendre nous dit que c'est impossible. Voilà, pour lui c'est impossible, mais c'est possible en Espagne. Donc vous savez ce que la phrase de Pascal, vérité en deçà des Pyrénées, mensonge au-delà. Donc voilà, il y a quand même quelque chose d'assez incohérent dans tout ça. Et puis il y a un moment où en effet il faut qu'on se mette d'accord sur comment on construit l'énergie de demain. C'est l'objet de notre commission d'enquête. Mais on n'y arrivera pas, en tout cas en commençant à faire rentrer Amazon dans la danse du circuit industriel et nucléaire français. Est-ce qu'il y a quand même des bonnes nouvelles? Est-ce qu'il y a quand même des lueurs d'espoir sur la construction de cette énergie de demain et sur la place de l'industrie française dans ce mix? Alors moi, ce que je considère qui est une bonne nouvelle, mais c'est quelque chose qui évidemment peut créer des discussions entre nous, c'est que je crois vraiment que le fait de relancer la filière nucléaire est ce qu'il fallait faire. Ce qu'il fallait faire, parce qu'en effet, moi, l'idée qu'on soit totalement dépendant de photovoltaïque produit en Chine et bien sûr qu'il en faut de l'énergie renouvelable, et le sujet c'est comment on fait pour avoir une filière européenne du renouvelable, etc. Mais l'énergie nucléaire, elle permet, le fait que le président de la République, pour le coup, ait fait le choix de relancer la filière nucléaire, moi je considère que c'est une bonne décision. Et il fallait le faire. Il fallait le faire parce qu'il y a des besoins énergétiques, qu'on électrifie tous les usages. On demande à tout le monde de tout électrifier d'un point de vue des usages. Et ça, on a besoin dans le mix d'avoir un ensemble de choses. Et le nucléaire, il y a quand même une expertise en France. Et justement, moi, ce qui me révolte dans cette affaire, c'est que on ne s'appuie pas sur nous-mêmes pour aller au bout dans la filière et qu'on repasse une partie des données aux Américains, ce qui est quand même honnêtement assez problématique. Oui, comme la maintenance, on avait vu lorsqu'il y a eu ce souci de maintenance en 2022, l'appel à une main-d'œuvre étrangère aussi pour intervenir sur les centrales. Un mot pour terminer sur la grève à la SNCF, ce sera notre sujet en deuxième partie. Quelle est votre position sur la grève actuelle des contrôleurs de la SNCF? Si vous voulez, moi surtout ce que je vois, parce que je vois du Sénat, il y a un sénateur qui s'appelle Le Rudulier, qui est pour la remise en cause du droit de grève. Voilà. Donc c'est quand même très drôle de voir que partout, dès que les salariés défendent leurs droits, défendent leurs intérêts, ce qui est le fonctionnement normal d'une économie, parce que déjà on a empêché de très largement les capacités de négociation, etc. Dès qu'ils défendent leurs droits, on essaie de remettre en cause ce droit pour essayer de les faire taire. Et je pense que vraiment cette méthode, elle est catastrophique. Et donc là, vous voyez, le clivage droite-gauche, soi-disant, il a disparu. Sur ces questions, elles sont assez claires. Les frontières, elles sont assez claires. Et on voit qui propose quoi. Et quand je vois le sénateur Le Rudulier proposer la modification du droit de grève, là, on a un vrai sujet. Merci beaucoup, Alexandre Ouzille, d'avoir répondu à nos questions et de suivre ce dossier épineux et autrement important de l'énergie et du secteur énergétique français. Merci. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Sud Radio, midi 13h, Alexis Poulain, sans réserve.
Alexis Poulain, sans réserve, l'édito. Alors, je ne sais pas si vous avez vu passer ça, parce que c'est quand même assez déconnecté du quotidien des Français, mais c'était la 32e édition, hier soir, de la cérémonie des prix du Trombinoscope. C'est plus de 500 invités qui étaient réunis à l'hôtel de la Sey. C'est là où réside Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, pour se remettre des prix de qui est la personnalité politique de l'année. Alors, il y a beaucoup de discours, ils étaient 500 responsables politiques, journalistes, chefs d'entreprise. Le jury de ce Trombinoscope est composé de journalistes de la chaîne Public Sénat, de LCP, Sonia Mabrouk, d'Europe 1, etc. Et cette année, figurez-vous que c'est un couple qui a reçu le prix de personnalité politique de l'année du Trombinoscope. Il s'agit de Yaël Braun-Pivet et Gérard Larcher. Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, et Gérard Larcher, président du Sénat. Pourquoi ont-ils reçu ce prix ? Bien pour la marche qu'ils avaient organisée contre l'antisémitisme le 12 novembre dernier. Alors, on va écouter leur réaction à l'un et à l'autre sur la remise de ce prix. D'abord, je crois que c'est Yaël Braun-Pivet qui était très heureuse d'être récipiendaire. Nous avons en partage la République, nous avons en partage l'amour de nos institutions et l'amour des Français. Nous savons que les Français, dans des moments troublés, dans des moments où il y a de l'instabilité, ils ont besoin d'avoir des institutions solides, et nous avons tous les deux décidé qu'ils pourraient compter sur ces institutions. Alors les Français, c'est vrai que vous avez besoin d'institutions solides. Non, c'est pas que vous avez besoin d'augmentation, vous n'avez pas besoin non plus de loi anti-inflation, vous n'avez pas besoin non plus de politiques qui vont quand même essayer d'alléger le quotidien. Non, vous avez des institutions solides, et ça c'est important. Et Gérard Larcher, lui, alors s'est senti très poète en fait à la remise de ce prix. Vous allez l'écouter, il file la métaphore symphonique sur la République en harmonie. On l'écoute, c'est beau, c'est beau. Il me semblait important que, quelque part, nous ayons une République qui soit, j'allais dire, en harmonie, en symphonie avec ses valeurs. En symphonie avec ses valeurs. Mais alors, les valeurs de la République, on va pas faire la liste, vous les connaissez, mais c'est quand même magnifique de voir ce prix de l'entre-soi, on pourrait l'appeler comme ça en réalité, où, heureusement qu'ils sont là pour se remettre des prix et s'applaudir. Et il faut savoir qu'ils étaient fiers aussi de défendre le parlementarisme à la française, quand on sait que c'est le 49.3 qui a été la norme ces derniers mois à l'Assemblée nationale. Alors, la suite du palmarès est à la hauteur de ces deux lauréats. Vous avez ensuite Gabriel Attal qui a été nommé ministre de l'année, Nicolas Meyer-Rossignol, le maire PS de Rouen, qui a été révélation politique de l'année, Hervé Marseille était le sénateur de l'année, Sacha Houlier le député de l'année, et la maire de l'année, c'est la maire de Romans-sur-Isère, Marie-Hélène Toraval. Voilà. Alors je sais, tout ça c'est loin de la réalité. Ça s'appelle le Trombinoscope, et ça fait que dans un certain monde, une réalité parallèle, tout va bien et on a des prix dans l'autre monde. Eh bien, on va parler de la lutte, du combat, de la grève avec notre invité tout de suite sans transition. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et notre invité, c'est Fabien Villedieu, délégué syndical de Sudrail. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, encore une grève ? Quoi ? Comment c'est possible ? On va écouter tout de suite d'abord ce qu'a dit le Premier ministre sur les droits et les devoirs. Moi, je vais vous dire, je pense que les Français sont très attachés à notre Constitution et au droit de grève, qui est constitutionnel. Ils savent que la grève, c'est un droit. Mais je crois qu'ils savent aussi que travailler, c'est un devoir. Alors, la grève, c'est un droit, oui, et travailler, un devoir. Vous êtes d'accord avec ce que dit Gabriel Attal ? Je remarque, on dit toujours la grève, c'est un droit, mais j'attends toujours le mais. Et plus les gens disent la grève, c'est un droit, et puis ils insistent sur le mais, parce que ce qui est important, c'est le mais c'est un droit, mais en fait, il faudrait pas le faire. C'est comme si je disais la liberté de la presse, c'est un droit, mais ça serait bien que quand même de temps en temps, vous faisiez pas tel ou tel article, ou le droit de vote, c'est un droit, mais ça serait bien de temps en temps, les gens ils aillent pas voter. Voilà, un droit, c'est un droit. Voilà. Il n'y a pas de question. Par contre, pour la petite... je trouve que quand même, je respecte le Premier ministre, évidemment, mais c'est quand même un Premier ministre qui a 34 ans, devoir travailler en s'adressant à des contrôleurs qui, pour la plupart,
font 30 ou 40 ans d'horaires décalés dans leur vie, leur expliquer qu'ils ont le devoir d'aller travailler. Et à un moment donné, il y a aussi un devoir d'humilité. Voilà, on peut penser ce qu'on veut des contrôleurs. En tout cas, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui envie leur vie. Voilà, vu les difficultés qu'on a de recruter, notamment chez les contrôleurs, c'est que ça se bouscule pas vraiment au portillon. Donc il y a aussi un devoir un peu de pas forcément stigmatiser et de jeter de l'huile sur le feu. Justement, sur le droit de grève, immédiatement sont montés au créneau quelques élus, sénateurs centristes, mais aussi les Républicains, qui voudraient attaquer le droit de grève, encore une fois, en disant c'est un droit, très bien, mais alors ce serait un droit qui serait plus un droit pendant 60 jours environ par an, pour sanctuariser les vacances. Oui, on a toujours, donc c'est un droit le mai, voilà, et dans c'est un droit mai, alors du coup c'est marrant parce qu'il s'inspire de ce qui s'est passé en Italie, voilà, où effectivement en Italie on a corseté, on a le droit de grève. Et du coup, j'ai été voir un peu qu'est-ce qui se passe, le monde merveilleux de l'Italie. Et parce que j'ai faiblesse de croire que le droit de grève et les droits sociaux, ça va souvent ensemble. En vrai, plus on fait grève, et plus finalement, on arrive à avoir des droits sociaux. Et en Italie, on a évidemment, effectivement, réduit le droit de grève. Et en Italie, on a tellement réduit le droit de grève que les droits sociaux, ils arrivent à partir à la retraite aux 67 ans. Voilà. Ils ont le temps de travail, c'est pas 35 heures, mais c'est 40 heures. Et il y a tellement de droits sociaux en Italie que le SMIC, ça n'existe pas. Voilà. Donc, il faut avoir conscience que derrière toutes les bonnes intentions pour que les gens puissent prendre le train, il y en a quand même qui voudraient tout simplement restreindre le droit de grève, pas l'interdire parce que ça se dit pas, mais restreindre le droit de grève, en tout cas l'interdire sur 60 jours, parce qu'ils ont quand même la volonté aussi de restreindre un certain nombre de droits sociaux que, heureusement, en France, on a d'ailleurs de façon bien meilleure que dans beaucoup de pays européens qui font pour le coup moins grève que chez nous. Alors, quelles sont les revendications actuelles, en fait? Pourquoi cette nouvelle grève des contrôleurs? Il y avait déjà eu une grève, je crois, en 2022, c'est ça, autour des vacances de Noël. Pourquoi, 2 ans après, 1 an après, de nouveau cette grève? En partie parce que justement sur cette grève qui avait été compliquée, où il y avait eu finalement un protocole d'accord qui avait été signé un peu à la dernière minute, un peu dans la douleur, le protocole du 22 décembre, 2022, 2 jours avant Noël. Il y avait eu des engagements qui avaient été portés, qui avaient été écrits, et suite à ces engagements, les organisations syndicales avaient décidé de retirer le préavis, en tout cas pour le 31 décembre, et ces engagements n'ont pas été tenus. Voilà. En tout cas, une partie, certains oui, mais une partie n'ont pas été tenus, notamment le fait qu'il devait y avoir l'accompagnement des TGV par au moins 2 contrôleurs, et c'est quelque chose auquel les contrôleurs sont attachés, mais auquel je pense les voyageurs sont aussi attachés, parce que c'est vrai que quand c'est un petit peu compliqué dans les TGV c'est 600 personnes. Voilà, c'est pas 10 personnes, c'est 600 personnes. Voilà. Quand le TGV il est arrêté en pleine pampa, sans électricité, sans eau, vous êtes quand même content d'avoir au moins 2 contrôleurs pour gérer ces 600 personnes. En termes de sécurité, en termes de sécurité, sécurité au travail, quand on sait les risques d'attentats, etc. Voilà. Un seul contrôleur, c'est quand même peu pour un train de 600 personnes. Voilà. Donc du coup, c'était une des revendications, un des engagements qui devait être mis en place, qui n'a pas été mis en place. Il y avait eu un deuxième engagement, c'était une reconnaissance de la pénibilité du métier du métier de contrôleur, avec la mise en place d'une cessation progressive d'activité. Et la troisième revendication, c'était une revalorisation de la prime de travail, enfin une augmentation du pouvoir d'achat, parce que les contrôleurs, comme les Français, comme les salariés, sont aussi confrontés à une augmentation de l'inflation de dingue. Ouais, et ça, c'est des engagements qui n'ont pas été pris finalement, ou... C'est des engagements qui ont été pris, mais qui n'ont pas été tenus. Voilà. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a une colère assez profonde, parce qu'on a à peu près... Donc, vous êtes en train de nous dire qu'ils vous ont baladé pendant 1 an? Voilà, ils nous ont... Alors, une partie des engagements ont été tenus. Faut rendre à César ce qui est à César, une partie des engagements qui ont été tenus, mais notamment sur ces 3 points, ils n'ont pas été tenus. Et ça, du coup, vu que ça fait quand même plus d'1 an que ça devait être mis en place et que ça n'est toujours pas fait, ça a créé beaucoup de frustration, beaucoup de colère, et qu'à un moment donné, il y a un collectif qui existe aujourd'hui, le collectif national des ASCT, des contrôleurs, en vrai, pour parler en langage que les Français comprennent, est venu nous voir en nous disant, voilà, nous, on a eu un accord avec des engagements, il n'a pas été respecté, qu'est-ce que vous faites, vous, les organisations syndicales? Donc, on a fait une alarme sociale au mois de novembre, donc
le ministre se dit surpris, le nouveau ministre des Transports se dit surpris de cette situation, mais en fait depuis novembre, la direction de la SNCF est au courant qu'il y a péril en la demeure, et voilà, d'alarme sociale en alarme sociale, on arrive à la situation aujourd'hui. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un mouvement qui a dépassé le cadre syndical, qui est venu de la base et qui n'était pas un appel d'ordre des centrales? Comment vous gérez ça, les différents syndicats? Alors complètement. Alors moi je parlerai pas au nom des autres organisations syndicales qu'au nom de Sudrail. Nous ça nous va bien de nous faire dépasser. Vous savez, le respect de la base, c'est l'ADN de Sudrail. Voilà, nous on pense que la base, et c'est y compris bien de se faire bousculer. C'est toujours bien de se faire bousculer un peu dans la vie, y compris quand vous êtes une organisation syndicale. Ça vous permet de vous remettre en cause. Et on s'est fait bousculer par ce collectif. On s'est fait bousculer par les contrôleurs. Mais nous on le prend, c'est bien. Voilà, on le prend positivement et ça apporte un peu de fraîcheur, ça apporte un peu de démocratie, ça apporte des fois les organisations syndicales, il y a des fonctionnements un peu verticales, des fois les organisations syndicales, il y a un peu de polémique, un peu de guéguerre un peu débile entre les organisations syndicales. Tout ça a permis aussi un peu de rassembler toutes les organisations syndicales et nous, Sudrail, on le prend vraiment positivement. Aujourd'hui, c'est combien de grévistes? Quel est l'état de la mobilisation? On est c'est assez variable en fonction des secteurs. Moi, des chiffres que j'ai, on est à peu près à entre 75 et 80% de grévistes chez les contrôleurs des TGV. Et on est entre 50 et un peu plus de 50% chez les contrôleurs ATER. Et la grève, donc, elle est tenue jusqu'au 19 février, c'est ça? Jusqu'à dimanche, oui. Jusqu'à dimanche. Est-ce qu'elle est possiblement reconductible ou quelles sont les attentes? Aujourd'hui, il y avait un certain nombre d'assemblées générales où je pense que cette question doit être discutée. Je sais aussi que le collectif des ASCT proposaient un temps de négociation de 2 mois, et si ce temps de négociation n'aboutissait pas sur les revendications, la possibilité de remettre une couche, de remettre une journée ou un week-end de grève. Je sais que ça aussi était un peu dans les tuyaux. Après, je pense que ça va aussi beaucoup discuter ce week-end de la stratégie à mettre en place. D'accord, on va parler de cette stratégie bien sûr dans un instant. On se retrouve avec notre invité Fabien Villedieu pour lui poser des questions. 0826 300 300 à propos de cette grève des contrôleurs. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, midi 13h, Alexis Poulain, sans réserve. Sud Radio, midi 13h, Alexis Poulain, sans réserve. Et on se retrouve pour la suite de notre interview avec Fabien Villedieu, délégué syndical de Sudrail, pour parler de cette grève des contrôleurs. Encore une grève en période de vacances. Est-ce que vous n'avez pas peur que l'opinion publique, que les Français vous lâchent à un moment en disant mais c'est pourquoi choisir systématiquement quand c'est le moment des loisirs et des vacances de se mettre en grève? On a conscience que l'opinion publique ne sera pas avec nous. Voilà, et c'était pas forcément l'objectif qu'on recherchait. Je rappelle quand même que quand on fait grève, c'est pour gagner sur des revendications. Si on peut avoir l'opinion publique avec nous, c'est mieux, mais c'est pas le but recherché. D'ailleurs, il y a eu une grève très importante l'année dernière sur les retraites où l'opinion publique était largement derrière les grévistes et résultat des courses, on a perdu. Ouais. Voilà. Donc nous, le but, c'est évidemment de gagner sur revendication, et pour ça, si vous faites grève un mercredi entre minuit et 4 heures du matin, vous pouvez faire grève pendant 20 ans, tout le monde s'en fout. Voilà. Donc on recherche quand même une certaine forme d'efficacité pour gagner sur les grèves. Par contre, si je viens ici sur les plateaux discuter, c'est parce que voilà, sans essayer de convaincre, en tout cas essayer d'expliquer, et parce que je pense que l'opinion publique, c'est aussi important. Oui, parce que la grève, c'est un droit, et c'est important de le rappeler dans le climat actuel. Alors on a Christophe de l'Aude qui est avec nous et qui souhaitait réagir et vous poser une question. Bonjour Christophe. Bonjour. Bonjour. Oui, voilà. Alors moi, j'entends les revendications de ce syndicat ou du représentant du syndicat. Moi, je voudrais poser une question toute simple. Combien touche un contrôleur en début de carrière? Combien il touche en milieu de carrière et en fin de carrière? Et quand j'entends la plainte de ce représentant qui dit que ces gens-là sont en horaire décalé et tout ça, quand ils ont signé pour faire ce travail-là, vous avez aussi les avantages et les contraintes. Sauf que on a l'impression d'entendre, ça y est, les pauvres, je pense que la SNCF, les communaux en général, ont énormément d'avantages, ils en profitent, c'est très bien, c'est formidable. Mais ça vient se plaindre et ça prend surtout en otage
les gens. Ah, ce terme. Alors, on va donner la parole à. Non, otage. Il y a des gens qui sont qui des fois vont économiser pendant des mois pour se payer un voyage en famille, pour aller voir de la famille, pour partir en vacances avec les gamins, les gosses, des trucs comme ça, à un endroit. Et ces gens-là vont avoir leurs vacances gâchées parce que, comme à chaque début et fin de vacances, on prend, il n'y a pas d'autre mot que otage. On prend les gens en otage. Alors, on va donner la parole à Fabien Villedieu, délégué syndical de Sudrail, pour vous répondre. On parlait justement de ce soutien de l'opinion publique. Voilà, je crois que là, Christophe se donne la voix de nombreux Français. Comment vous lui répondez ? Pour répondre au début de sa question, un contrôleur, quand il commence en début de carrière, il est à 2 000 € brut et il finit à 3 500 € brut. Je tiens quand même à préciser que les contrôleurs, à peu près entre 8 et 10 jours par mois, ne dorment pas chez eux, tranquillement, avec leur femme, ou quand c'est une femme avec leur mari, ils dorment loin de chez eux, dans un foyer quelquefois bien crasseux, qui bossent en horaire décalé, parce que quand vous imaginez bien que le train commence à 6h du matin, le contrôleur, lui, il s'est levé à 4h du matin. Alors tout le monde dit oui, mais moi aussi j'ai connu les horaires décalés. Oui, sauf que quand vous êtes contrôleur, vous connaissez pas les horaires décalés 1 an, 2 ans, 3 ans. Non, vous connaissez les horaires décalés 20 ans, 30 ans, 40 ans. Parce que c'est ça aujourd'hui, la réalité des contrôleurs. C'est-à-dire pendant 40 ans, vous vous tapez les week-ends. Pendant 40 ans, vous vous tapez. Parce que les gens, ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que pendant les vacances scolaires, il y a là besoin de beaucoup de trains. Donc pendant les vacances scolaires, c'est la période où justement on refuse le plus les congés des contrôleurs. Donc toutes ces contraintes-là, au regard de ce salaire-là, finalement, je me dis que c'est pas si cher payé. Par ailleurs, les gens ne le savent pas. Mais est-ce que vous savez quel est le salaire moyen en France ? Le salaire moyen en France. On est sur le SMIC un peu. Ah non. Le salaire moyen en France, aujourd'hui, il est 3 400 €. Ah, tant que ça. Oui, selon l'INSEE. 3 400 €. Oui, parce que on a l'impression que c'est un pays quand même qui se smicardise, etc. Il faut aussi, derrière toutes ces histoires, et je suis pas persuadé que le salarié français soit en horaire décalé. Donc voilà, il y a un moment donné, tout ça, ça se paye. Voilà, le professionnalisme, ça se paye. Si on veut effectivement avoir n'importe qui dans les trains, il n'y a pas de problème. Hein. On peut payer 1500 balles quelqu'un dans les trains, mais après tout ça, ça se paye. La qualité de service sera pas la même. Et sur ce terme de prise en otage qu'on entend beaucoup dans la bouche des Français, mais aussi des responsables politiques, systématiquement, on parle de prise en otage. Qu'est-ce que vous répondez à cette accusation ? Écoutez, nous on n'est pas des terroristes. Hein. Je pense qu'il y a eu un épisode de mouvement terroriste assez important. Il y a pas encore si longtemps. Voilà, je pense que ces éléments de langage, sûrement le monsieur en disant ça s'est fait plaisir. C'est bien, je suis content pour lui, il s'est fait plaisir. Il m'a traité de preneur d'otage. Voilà, mais moi, il y a un moment donné, voilà, on n'est pas des terroristes. Ou alors on va au bout. Si effectivement faire grève, c'est une méthode de terroriste. Dans ce cas-là, il faut enlever le droit de grève dans la Constitution. Il y a un moment donné, il y a un truc qui est pas logique. Ouais. Par contre, je tiens quand même à dire, il y a une étude qui vient de sortir aujourd'hui du ministère des Travail qui pointe le lien direct entre les conditions de salaire et de travail des salariés en France et l'exercice du droit de grève. Il dit une chose très simple. Plus vous faites grève, plus vos salaires augmentent et mieux sont vos conditions de travail. Donc au lieu de se jalouser les uns les autres en disant « Ah, toi tu fais trop grève, ah, t'es un privilégié, machin », peut-être qu'il faudrait plus se syndiquer et de temps en temps plus faire grève. Parce que faire grève, ça veut dire perdre de l'argent. Et aujourd'hui, les contrôleurs, alors en dehors du fait qu'il n'y a pas de train, beaucoup de contrôleurs ont décidé pendant 3 jours de perdre de l'argent. Voilà, donc moins de frustration et plus de combat collectif. Une autre question d'une auditrice d'Anières, Sophie, qui souhaitait également réagir. Bonjour Sophie. Oui, bonjour. Je vais poser une question à ce monsieur charmant. Est-ce qu'il sait combien gagne une infirmière de bloc en début de carrière, dont il serait content, évidemment, qu'il serait content de trouver jour et nuit si son enfant a une crise d'appendicite ou si lui-même est victime de quelque chose? Elle gagne 1500 francs par mois. Elle gagne à peine, si vous voulez, de quoi payer son loyer et faire manger ses enfants. C'est scandaleux. Vous prenez la France en otage, vous êtes des monstres d'égoïsme et franchement, vous n'avez aucun sens civique. Des monstres d'égoïsme. Attendez, est-ce que vous avez le sentiment d'être égoïste en défendant vos droits? Non, pas du tout. Et puis par ailleurs, vous savez, les cheminots sont tellement égoïstes que souvent ils se battent pour tout le monde. On a même
expliqué que les cheminots faisaient la grève par procuration. Et je pense que les infirmières sont aussi bien contentes qu'ils sont, et je suis d'accord avec l'auditrice, mal payées. Voilà. Et il y a un moment donné, ça sert à rien de s'opposer telle ou telle profession. Moi, je suis pour qu'on augmente évidemment les infirmières et qu'on reconnaisse leurs conditions de travail. Mais par ailleurs, les infirmières aujourd'hui qui partent à la retraite, pour certaines, à 64 ans, là où dans les autres pays européens, on part à 67 ans. Pourquoi ? Parce que les cheminots se sont battus aussi sur les histoires de retraite. Donc au lieu de passer notre temps à jalouser les uns les autres, et tomber dans le piège de la division au moment où, d'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est que hier, les patrons du CAC 40 nous ont expliqué qu'il y a eu 120 milliards de bénéfices qui ont été distribués aux patrons du CAC 40. Ça passe comme une lettre à la poste. Par contre, on va pointer du doigt le contrôleur, on va le traiter de terroriste, on va lui dire « Ah, c'est pas normal, tu gagnes 2500 €. Mais en fait, tous les petits aujourd'hui, tous les petits salariés, on passe notre temps à se bouffer le foie, et les grands patrons du CAC 40, qu'est-ce qu'ils font ? Ils rigolent aujourd'hui. Une certaine illustration de la lutte des classes. Merci Sophie. Qu'est-ce que vous dites à Mathilde Panot qui appelle quasiment à faire grève avant et pendant les Jeux Olympiques ? Est-ce que les Jeux Olympiques vont être une cible là encore, ou un moment privilégié pour l'action syndicale ? En tout cas, nous on s'interdit rien. Peut-être qu'il y aura grève sur les Jeux Olympiques. En tout cas, clairement, si la direction de la SNCF ne met pas les organisations syndicales autour de la table et fait pas de vraies propositions par rapport aux collègues qui vont travailler pendant les Jeux Olympiques, et aujourd'hui les propositions qui sont faites ne sont pas suffisantes, en tout cas à Sudrail, on assumera une grève pendant les Jeux Olympiques. Donc ça, c'est peut-être à attendre en plus de tout le reste pour les Jeux Olympiques. On a encore en ligne, vous êtes nombreux aujourd'hui à vouloir réagir. Serge des Landes qui voulait également réagir et poser une question. Bonjour Serge. Oui, bonjour à vous deux. Et je voulais juste répondre aux deux intervenants d'avant, et avoir un petit peu de mémoire. Il y a 88 ans en arrière, existait le Front National. Et ces gens-là se sont battus pour des acquis sociaux, notamment les cheminots. Et moi, je les encourage à continuer à faire grève. J'encourage aussi pardon, je suis un petit peu énervé. Les gens devraient, les patrons des syndicats devraient se réunir pour faire tous grève en même temps, et non pas une semaine les infirmiers, une semaine les agriculteurs et une semaine les cheminots. Oui, la question. Si on fait tous grève en même temps, je peux vous dire que le gouvernement en haut, il va commencer à s'inquiéter. Simplement, on vit dans un monde individualiste où le secteur industriel ne plus. Avant, moi j'ai connu le Somatar où il y avait des milliers d'ouvriers qui sortaient à 5 heures avec leur mobilette et leur vélo. Tout ce secteur industriel a été bouffé durant des décennies pour que le capitalisme puisse avoir pied sur rue ici en France et nous individualiser. Pourquoi ? Parce que la technologie est arrivée. Je pense qu'on est bien content de les avoir, mais ça individualise la personne. Personne ne se remet en question. Alors, on va donner la parole à notre invité sur la coordination intersyndicale, où on en est aujourd'hui. C'est vrai qu'on a l'impression que chacun y va de sa grève. On a eu les professeurs il y a de ça quelques semaines. Maintenant, c'est de nouveau les cheminots, puis ce sera les soignants, avec toujours cette division. Pourquoi pas davantage de coordination ? Oui, c'est une bonne question, et l'union fait la force. Après, en l'occurrence, là, ce sont les contrôleurs avec le collectif qui nous avaient demandé de faire un mouvement catégoriel, que nous assumons aussi bien à Sudrail les mouvements catégoriels que les mouvements interprofessionnels. Donc là, voilà, la question ne s'est pas posée. Par contre, c'est sûr que la question pourra se poser demain, la nécessité à un moment donné de converger toutes les colères, parce que moi j'ai tendance à penser que au lieu de se jalouser les uns les autres, au lieu de se critiquer les uns les autres, on ferait mieux de se tenir les coudes et se rendre compte que finalement, si on veut régler ces problèmes de pouvoir d'achat, ces problèmes, c'est quand même dingue là. EDF vient d'annoncer 10 milliards de bénéfices, et en même temps, ils vont augmenter les prix de l'électricité, et nous on est là, entre salariés qui essayent de se battre un petit peu à droite à gauche et en train de se bouffer le foie les uns les autres. Enfin, c'est ridicule. C'est ridicule. Effectivement, à un moment donné, il va falloir que les salariés, on se serre les coudes, on arrête la division, on arrête de jalouser. Ah, toi, t'as un petit privilège, donc c'est toi le pourri. D'ailleurs, on nous a tellement fait passer les contrôleurs pour des privilégiés qu'on se demande si Mbappé il va pas finalement arrêter sa carrière de foot et pour devenir contrôleur SNCF, mais ça en devient ridicule. Voilà. Donc à un moment donné, effectivement, il faudra peut-être se poser la question
de partir tous ensemble. Merci beaucoup Fabien Villedieu d'avoir répondu à nos auditeurs et à nos questions au micro de Sud Radio à propos de cette grève qui continue. On apprend à l'instant la mort d'Alexandre Navalny, opposant de Vladimir Poutine, qui était en prison depuis plusieurs années à 47 ans. Et tout de suite, c'est la culture dans tous ses états pour parler d'un autre résistant avec Céline Alonso et André Berkoff. Ils reçoivent Jean-Pierre Sakoun pour parler de Missak Manouchian, héros de la résistance française qui va entrer au Panthéon mardi prochain. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.